Bonjour à toutes et tous. Je suis enchanté de me retrouver devant vous aujourd'hui. Moi, je suis Rémi Fabreau et on pourrait dire que je suis une sorte d'archéographiste, si on accepte que la particule. Voilà. Est-ce que cette fois, c'est bon? Oui. Oui. Ok. Je disais que je suis un espèce d'ovni. On pourrait dire une espèce d'archéographiste. Voilà. Donc, j'ai un parcours assez atypique. J'ai appris la 2D, la 3D avant d'arriver à la fac, ce qui m'a permis de réaliser un master sur la reconstitution 3D de la Darse de Portus, sous la direction de Pascal Arnaud et Jean-Philippe Gouaran. J'ai pu poursuivre mes travaux de restitution de Portus en freelance. J'ai eu un statut d'auto-entrepreneur pendant quelques années, voilà, ce qui m'a permis de poursuivre mes travaux avec Kevin Bukowiecki de l'EFR, mais également de travailler sur d'autres projets tels que Kition à Chypre avec Céline Fourier de la MOM ou encore la restitution du Temple de Bel à Palmyre avec la startup Iconem. Par la suite, j'ai intégré le musée Lugdunum, ex-musée gallo-romain de Lyon, à Fourvière, où j'ai rempli les fonctions de médiateur culturel pendant 5 ans. Et depuis mai 2022, je suis associé de façon un petit peu plus concrète au studio Port-Romain, porté par Stéphano, bah oui, bien sûr. Donc Stéphanie et Renato, ce qui me permet de remettre un pied dans la recherche. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur Portus, c'était à peu près au moment où j'ai rencontré Evelyne Bukowiecki en 2012. Donc, ça fait 10 ans que je travaille sur ce site et à l'usage du numérique dans un cadre archéologique. Avant de vous parler de l'application VR en tant que telle, dont on fera une petite démo après, je vais déjà vous faire un petit panorama de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, on se représente en général assez bien l'usage de la 3D comme un outil de valorisation du patrimoine. Et durant mon master entre 2012 et 2014, j'avais pour ambition de montrer que la 3D pouvait aussi être un instrument de recherche, et pas simplement un outil cosmétique. Et du coup, Evelyne Bukowiecki a très bien saisi cet enjeu également. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, on a eu beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues, etc., etc. Ce qui nous a permis de très vite passer d'une modélisation sur plan. Donc là, vous avez une planimétrie de la DARS, on est passé très vite d'une modélisation sur plan, tout ça, à une modélisation in situ sur le terrain, donc c'est-à-dire en embarquant un PC et en intégrant les différentes données architecturales au fur et à mesure, et donc à vraiment tester des modèles au fur et à mesure. Ça nous a permis de tester des hypothèses d'élévation, d'aboutir à des idées, à cette idée que les corps de bâtiment de la DARS pouvaient se couvrir de toits terrasses. Je vous évite un petit peu tout le process de raisonnement parce qu'on n'a pas le temps. On a essayé différents modes de rendu 3D, des vues de loin, des vues de près, des choses réalistes, des choses plus qui relevaient plus de l'évocation, etc. Donc on a pu tester pas mal de formats. Et au cours de nos différentes sessions sur le terrain, chaque année, j'ai pu réaliser plusieurs relevés par photogrammétrie sur dans différents secteurs de la DARS. Donc là, vous en avez quelques-unes ici. Et du coup, ça nous a permis de travailler sur des séquençages, par exemple, sur des séquençages des murs, pour ensuite créer des modèles 3D sur des patrons photogrammétriques, en quelque sorte. Donc là, c'est ce que vous avez ici. Donc, on a vraiment cette modélisation, enfin, cette photogrammétrie sur laquelle j'ai recréé le sol en opus spicatum, c'est petite aire de poisson. Et voilà, l'idée, c'était de pouvoir les replacer sur un plan. Et ça faisait des modèles assez lourds, assez compliqués à exploiter pour l'ordinateur. Et c'est là que la VR et tout ça va devenir un petit peu plus intéressante pour nous. Lors de la campagne quinquennale sur les malls, nous avons testé et reconstruit les vestiges, encore une fois. Oui, je voulais vous montrer ça aussi. Donc, on a pu faire différentes choses, ajourer, enfin, faire un séquençage des murs, enlever les murs qui nous gênaient, par exemple, pour faire cette réouverture virtuelle de l'époque claudienne, par exemple. Voilà.
Et donc, comme je disais, lors de la campagne quinquennale des Maules, nous avons testé et reconstruit les vestiges, encore une fois, dès la phase de terrain, en faisant la reconstitution, par exemple, de la structure du coffrage de la construction du môle et les termes du IVe siècle avec Grégoire Pocardi l'année dernière. Voilà. Donc, l'odyssée numérique de nos recherches sur Portus a pris un nouveau tournant en 2018 à l'occasion de l'exposition Claude, un empereur au destin singulier, qui a d'abord eu lieu au musée des Beaux-Arts de Lyon, puis au musée de l'Art Pacis à Rome. C'est à cette occasion-là que j'ai pu commencer à travailler avec Renato Saleri. On s'est bien entendu tout de suite. Là aussi, on a eu pas mal de dialogues, de discussions, etc. Enfin, voilà, on a eu une bonne, un bon fonctionnement, je pense. Voilà. Et à cette occasion, on a réalisé un petit film documentaire de 3 minutes présentant Portus dans les grandes lignes. Pour les curieux, le film est disponible sur YouTube encore. Donc voilà, 3 petites minutes. Du coup, pour nous, l'exercice était assez nouveau puisqu'il y avait un fort enjeu de narration aussi. Donc il fallait résumer 300 ans parce qu'en gros, on allait de la période claudienne jusqu'à la période sévérienne, voilà, résumé en 3 minutes en évoquant les systèmes de stockage, etc. etc. Donc c'était un peu short. Si tu veux, on le passera après. On le passera après. Donc voilà. Et on a voulu se compliquer un petit peu la tâche, puisqu'on s'est dit, tiens, on va aussi faire revivre des textes antiques. Et donc, on s'est appuyé sur 2 textes. Le premier de Suétone, donc Vidéus César, de Claude, et ensuite de Dion Cassius, quand ils évoquent notamment la création du port. C'est ce que vous avez ici. Donc, Suétone nous dit que Claude créa le port d'Ostie en faisant construire 2 jetées en arc de cercle, à droite et à gauche, et dans les eaux déjà profondes, un môle pour barrer l'entrée. On construisit une tour très haute, destinée, comme celle du fort d'Alexandrie, à éclairer de ses feux pendant la nuit la route des navires. Donc voilà, ça c'est la version naissance de Portus. On a voulu rajouter un autre exemple narratif. Et là, on s'est basé sur un texte de Tacite dans les Annales qui nous relate une tempête qui a provoqué un incendie, amenant à la destruction de plusieurs centaines de navires. Donc, l'enjeu de ce film était aussi de montrer des images animées à différentes échelles et pas seulement des vues générales, ce qui nous a poussé à revoir chaque élément pour créer un écosystème plus ou moins cohérent sur 2 PC différents qui n'avaient pas les mêmes configurations, ce qui fait qu'on avait des rendus un petit peu hasardeux à des moments. Donc voilà. Pour le moment, je vous ai présenté de la reconstitution 3D, de la photogrammétrie, des films documentaires de 3 minutes. On dirait, ok, bon, rien de neuf sous les tropiques pour le moment. Et c'est là que la VR va entrer en jeu. Donc, vous l'aurez peut-être remarqué, on a porté un fort intérêt dans ce studio à la valorisation des outils numériques par les outils numériques. Et donc, le projet d'application de réalité virtuelle, on s'est posé la question des techniques numériques. Comment est-ce que ces techniques numériques pouvaient nous amener à entrer dans une nouvelle dimension. Donc, vous êtes habitué à la 2D et à la 3D. Aujourd'hui, on va parler de 4D. On va ajouter le déplacement dans l'espace. Voilà, la dimension spatiale nous permettant de nous immerger à œil d'homme ou pas. C'est un choix, voilà. En tout cas, pour la démo qu'on vous présentera tout à l'heure, on est à échelle humaine, quoi. Donc, vous revoyez les vestiges, notre proposition des vestiges, un peu comme si on y était. Et donc, on peut vraiment se déplacer dans l'espace. Donc, pour le développement, on a fait le choix d'utiliser des outils logiciels ouverts. Donc, depuis juin, juillet, j'ai beaucoup travaillé sur Blender. On a eu une petite session de formation. Stéphanie est en train de s'y mettre aussi. Et à part Blender, on a utilisé Unity pour la construction de l'application. Donc, Unity, à la base, c'est un moteur de jeux vidéo. Donc, ce qui est assez inattendu dans le domaine de la recherche en général. Et c'est un outil qui est de plus en plus utilisé en fait, dans le développement d'applications de réalité virtuelle, mais également de réalité augmentée. Donc voilà. Donc je vous présente maintenant
les outils technologiques que nous avons utilisés jusque-là. Donc, on a utilisé un casque HTC filaire relié à un ordinateur et un casque non filaire autonome, le MetaQuest 2. Donc voilà. Donc j'ai bien conscience que ces outils sont pas forcément du goût de tout le monde. Voilà, c'est pas quelque chose d'inné d'utiliser un casque de réalité virtuelle. Il y a un côté assez contraignant, notamment au niveau du poids, que ça peut, enfin oui, au niveau du poids, tout simplement. Et du coup, même si la technologie entre ces deux casques est assez similaire, les caractéristiques techniques diffèrent. Ce qui va avoir quand même une incidence directe sur ce que l'on peut montrer sur l'un ou l'autre des deux casques. Donc, voilà. Donc, le rendu en direct des scènes 3D peut être calculé par un PC quand on utilise un casque filaire avec le HTC, sauf que quand on le fait trop souvent, il arrive que le casque grille, notamment 2 jours avant une démo, ce qui est un peu problématique. Donc, voilà, on a dû faire un fichier, enfin recréer une scène 3D pour le casque autonome de façon assez rapide. On n'a pas beaucoup dormi les nuits. Et voilà, l'avantage de ce second casque, c'est que, OK, on perd peut-être un petit peu de puissance de calcul. On ne mettra pas forcément des scènes aussi larges que dans le premier, mais au moins, on a une plus grande liberté dans l'espace. On ne prend pas le risque de se prendre les pieds dans le câble, etc., etc. Du coup, je vais vous montrer un petit GIF. Voilà, désolé pour la qualité, je me suis dit que les vidéos sur PowerPoint, ça risquait de ne pas passer, donc j'ai fait tout converti en GIF. En fait. Voilà. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous rassure, c'est moins saccadé quand on teste le casque pour de vrai. Voilà. Là, c'était juste pour des questions de poids sur le PowerPoint. Euh, 3 minutes, d'accord. Alors, donc, comme je vous disais, faire de la réalité virtuelle, ça demande de s'adapter, enfin, d'adapter un petit peu nos modèles 3D. Et du coup, pour ça, je vais prendre un exemple simple. Je suppose que vous êtes à peu près tous sensibles au concept de photogrammétrie, de numérisation 3D, etc., etc. Et donc, en fait, ici, je vous ai mis un exemple où vous avez 2 fois la même colonne, issue de la Strada Colonnata à Portus, et 2 fois la même colonne, sauf qu'en fait, il y en a une qui va être difficilement affichable pour notre casque et la deuxième qui va être beaucoup plus légère. Voilà. Et en fait, ici, vous allez découvrir pourquoi. C'est une question de densité de maillage. Voilà. Donc, on est obligé de passer par de la retopologie de modèles 3D, ce qui demande des petites manips en plus, ce qui nous permet de nous adapter. Donc, on revoit à peu près tous les objets qu'on va mettre dans la scène. Et du coup, ces objets, on appelle ça des assets. Là, vous avez différents assets. Donc là, vous avez la partie avec les bâtiments, donc vraiment les quais à proprement parler. Et on va se baser sur des sources hétérogènes pour modéliser ces différents objets. Donc voilà, là, on est vraiment sur de l'architectural. On peut passer sur des objets plus petits en faisant des typologies de d'amphores pour créer, encore une fois, des écosystèmes plus ou moins, enfin, plus d'ailleurs, que au moins cohérents. Donc voilà, on s'est intéressé aux amphores. J'en avais déjà pas mal. On a rajouté également des tonneaux. Voilà, on a rajouté la flotte qui tient à cœur à Renato. Voilà. Là, vous avez un exemple du procédé. Donc, on s'est basé sur les travaux et sur les travaux qui sont menés notamment au Centre Camille Julien. Et je pense notamment à Giulia Boeto et toutes ses recherches sur l'étude des navires de Fiumicino, par exemple, qu'on va combiner avec des approches iconographiques. Parce qu'en fait, l'idée, c'était d'avoir des bateaux avec des couleurs. Voilà, et de leur redonner quelque chose de vivant. Là, vous avez un deuxième exemple avec un navire marchand, où là, on y va à la pipette, la pipette, donc l'outil de Photoshop, pour aller chercher des trames de couleurs qu'on va ensuite rebasculer sur notre objet 3D fini. Voilà. Dans les perspectives, donc là, je vous ai mis
une diversification des supports. On a parlé, Renato avait évoqué ce matin rapidement la réalité augmentée. On peut parler rapidement des impressions 3D, mais enfin, je ne vais pas spécialement développer. C'est plus dans l'aspect valorisation. Et ce qui va être assez intéressant pour nous, hop, ici, vous avez un exemple de restauration avec le développement d'une autre application en fait, de réalité virtuelle pour le prieuré de Charrières, où les peintures se sont effondrées et donc on a travaillé à restaurer justement ces peintures au niveau des voûtes. Donc, voilà. Donc, tous ces exemples nous ont amené à pas mal de réflexions. Et finalement, après avoir créé cette espèce de jeu vidéo archéologique, en mettant le casque, la première impression, enfin ma première sensation, c'était de me dire, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas du tout de son, ce qui était normal, on n'en avait pas ajouté. Et voilà, donc finalement, je me dis que ça pourrait être des pistes assez intéressantes à développer, c'est-à-dire de développer les paysages sonores en se basant, voilà, en s'inspirant éventuellement des travaux de Mylène Pardoen, qui a travaillé sur Paris, notamment. Et toujours dans une perspective ethno-archéologique, Evelyne a montré tout à l'heure des petites figurines de Saqqari. Et ben voilà, en fait, on pourrait reproduire ces sources iconographiques. Je pense au relief des tabularies également. On voit des scènes de déchargement des navires. Et enfin, voilà, on aurait nos mannequins 3D qu'on pourrait redisposer dans différentes positions, etc., etc. Voilà. Et pourquoi pas également faire des sortes de systèmes d'annotation virtuels. Encore une fois, on parle assez régulièrement de tout ce qui est photogrammétrie. Si on pouvait mettre un fichier photogrammétrique dans le casque, donc en réduisant le nombre de polygones, etc., on pourrait donc retourner sur le terrain depuis chez soi, mais vraiment être physiquement sur le terrain dans cet espace virtuel, et pourquoi pas avoir un système d'annotation, ce qui pourrait aider les chercheurs à vraiment se replonger sur leur chantier. Pourquoi pas noter les US et des choses comme ça. Donc voilà, on a tout un éventail d'applications numériques qui s'offrent à nous, pas uniquement pour de la valorisation. Je pense qu'il y a des choses à faire, des usages encore à trouver, mais il ne tient qu'à nous de redécouvrir un petit peu tout ça. Et j'en ai fini. J'espère que j'ai été à peu près clair. Oui. Donc, s'il y a des questions sur cette intervention, sinon, à l'issue de cette présentation, on se propose 20 minutes de pause, pas plus, parce qu'on est un peu en retard. On a déjà pris sur le temps de présentation. Et en présentiel, il y aura une présentation justement du travail réalisé par Rémi dans le cadre du studio. Et puis, on va reprendre Pascal d'accord, eh bien, on va prendre une question de Pascal Arnaud. Désolé, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup pour ce travail. Je pense qu'effectivement, on tient là quelque chose qui nous oriente vers l'avenir. Ce sont des questions dont on avait pas mal débattu avec Simon Kay sur la représentation des navires au quai. Sur la dernière image en particulier, il y aurait en soi déjà à discuter sur la disposition des navires qui font un peu sourire un marin. Quand on voit ça, il y a peu de chances qu'on n'ait jamais vu des bateaux dans ces dispositions un peu anarchiques, sans entrer nécessairement dans une vision de type cimetière militaire Omaha Beach. Plus sérieusement, le problème qui se pose avec l'image, je crois que je vais prêcher un converti, est celui de son pouvoir d'évocation qui en fait quelque chose d'aussi sensible qu'un modèle en informatique. Et le problème que l'on connaît bien, garbage in, garbage out. Quand on rentre des données de faible qualité, on sort quelque chose d'encore pire. Je ne voudrais pas paraître malveillant, mais attention pour certaines choses. Vous avez évoqué à un moment donné le cas de Tacite qui a donné une très belle image de navire incendié, etc. Tacite décrit deux événements séparés.
une tempête et un incendie qui n'ont pas lieu dans les mêmes endroits. Donc, il faut faire très, très attention à ce que l'on met, même si parfois le spectaculaire peut être tentant. Deuxièmement, très vite, on soulève des problèmes qui se trouvent en amont. Comment représenter cette tempête? Comment ça s'est passé? Il y a un problème de nature de l'amarrage. Est-ce que ces bateaux étaient sur des corps morts qui ont dérapé? Est-ce qu'ils étaient sur des ancres? Rien de tout ceci n'est secondaire, et je pense que l'une des vertus de l'image, on le savait déjà pour l'archéologie terrestre habituelle, nous pousse dans nos derniers retranchements et nous oblige à prendre des responsabilités et à aller plus loin. Ces images, je ne voudrais jeter la pierre à personne, nous montrent l'étendue des incertitudes auxquelles nous sommes confrontés et qu'il nous faut combler. Merci. Merci Pascal pour ces remarques. Nous avons bien conscience des limites des images, étant donné que depuis que nous sommes en poste, enfin du moins le laboratoire MAP, on en a produit, bon peut-être pas des milliers, mais des centaines, et nous mesurons bien l'écart qu'il peut y avoir entre le virtuel et le réel. Ce sont des choses que l'on essaye toujours de manipuler avec attention, mais évidemment, on regarde aussi souvent les publics auxquels sont destinées ces images. Ce ne sont pas des images de travail pour les archéologues, ce ne sont pas des images des maquettes d'études, comme on disait, on en discutait tout à l'heure dans cette même salle. Ce sont des images de rendu, souvent ce sont des... Alors on utilise le terme vulgarisation, et je sais combien les puristes ne sont pas ne sont sensibles à ces représentations. Effectivement, voilà, on est peut-être dans, alors comme l'a dit Rémi aussi, dans des contraintes temporelles, c'est-à-dire qu'il va falloir représenter 400 ans d'histoire en 3 minutes, ce qui est quand même un exercice déjà difficile en soi. Et puis souvent, eh bien, effectivement, on est amené à faire des raccourcis conceptuels, des raccourcis sur la représentation pour, eh bien, voilà, mettre l'accent sur un événement, même si on sait bien. Certes, mais cela crée des responsabilités. Absolument. Je pense qu'on peut en minorer l'impact en travaillant plus étroitement ensemble. Tout à fait, mais bon, on a le temps pour y travailler encore et on ne demande qu'à s'améliorer. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la... Et je peux me permettre une toute petite réaction? Tiens, je rajouterais juste un petit Oui, truc. tu veux réagir, Rémi, bien sûr. En fait, on a tout à fait conscience du fait qu'à partir du moment où on va montrer une image, pour une grande partie des gens, ça va être bah tiens, c'était comme ça, etc., etc. Donc, on prend une bonne précaution, quand même, enfin, pas mal de précautions pour montrer des choses. Ouais, surtout pour le grand public, où enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des images et de me rendre compte, enfin, j'en parlais à midi tout à l'heure. Enfin, voilà, ça m'est déjà arrivé de produire des images et de voir que 2 jours après, elles étaient déjà plus valables, en fait. Et que après, elles étaient diffusées pendant 2 ans. Et effectivement, il y a toute une responsabilité par rapport à ce niveau-là. Donc après, on a des petits artifices où quand on manque trop de données ou de choses comme ça, on va essayer de cacher en faisant apparaître des nuages ou des... ou des petits subterfuges, notamment quand c'est les images pour le grand public. Après, pour les modèles de recherche, c'est des modèles qui sont évolutifs, donc on met à jour assez régulièrement. Evelyne qui veut intervenir aussi. Voilà, Oui. une petite réaction pour pas trop manger sur votre pause. Je voulais juste te dire qu'en effet, par rapport, je rejoins et les précautions de Pascal et aussi les précautions de Rémi, mais moi, je vois quand même beaucoup de choses que j'ai compris sur Portus. Je commence un petit peu à bien connaître. J'espère que dans la publication qui sortira, on réussira tous ensemble à matérialiser en texte et pas seulement en image tout ce qu'on a compris. Beaucoup de choses, je l'ai compris grâce au travail de 3D, même si au début imparfait, même si il y a eu une progression entre les premières images, etc. C'est important de travailler désormais tout le temps avec la 3D. Mais moi, j'ai une petite comme ça, frayeur par rapport à la 3D qui s'est présentée d'ailleurs à Portus, c'est la multiplication des projets 3D. Je me souviens à un certain moment, on avait un modèle du Portus Project, le modèle de Rémi, maintenant, et ce qui est tout à fait logique, il y a le modèle qui se prépare aussi au niveau du parcours archéologique di Ostia. Quand est-ce qu'on fait dialoguer ces choses?
Ça aussi, d'un point de vue de l'organisation, il y a du dialogue entre les personnes qui pensent restituer l'archéologie et les personnes qui ont les moyens techniques de le faire, mais il ne faut pas oublier aussi les dialogues aussi entre les projets. Ça a été formidable de pouvoir le faire avec Simon. On a d'ailleurs Rémi a travaillé avec le graphiste du Portus Project, et ça c'est fondamental. Mais pour des bâtiments connus comme Portus, est-ce que dans 10 ans on ne va pas se retrouver avec 20 restitutions de Portus? Comment ça se passe ce côté-là, quoi? C'est une réflexion peut-être pour la discussion finale. J'avais juste envie de réagir à ça en remerciant encore Rémi pour toute sa collaboration pendant ces années. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, moi, j'ai une question pour les deux intervenants parce que je souhaite rebondir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure par Evelyne Bukowiecki. Donc, sur la problématique des périodes qu'on représente, est-ce que justement sur l'Antiquité tardive, par exemple, c'était aussi l'exemple qui était donné et puis vous avez montré une reconstitution des termes. Donc, est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a des idées surtout pour reconstituer l'ensemble de la topographie peut-être à Portus ou certains des secteurs connus pour cette période-là aussi dans le futur, surtout du point de vue d'un souci pédagogique, en sachant que pour le grand public, peut-être c'est surtout une vision très alto-impériale aussi qui reste. Donc cette question de la diachronie, ouais, surtout ça. Ça a été déjà évoqué dans la dernière présentation. Merci. Evelyne, tu veux répondre? Non, enfin là c'est plutôt une affaire à vous, mais c'est vrai que les choix c'est à chaque fois ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est à l'époque sévérienne plutôt qu'à l'époque claudienne, etc. Ça c'est des choix. Je pense qu'on est quand même dans les prochaines années, peut-être dans les prochaines décennies, déjà à définir les modèles, et peut-être il y aura un moment où on sera en VR et on appuiera sur un bouton Portus à l'époque tardo-antique et on pourra se balader dans Portus à l'époque tardo-antique comme on l'aura compris. Parce que tout ce qu'on a là, tout ce qu'on voit, ces images, en fait on les a en tant qu'archéologue, on les a dans la tête, on les connaît, on les imagine. L'important, c'est de savoir ce qu'on présente au public et en effet la responsabilité qu'on a. Donc moi, par rapport à ça, en effet, c'est un problème, le choix de la période dans laquelle on travaille, mais en même temps, définir une période dans laquelle on travaille, c'est quand même très utile d'un point de vue scientifique parce qu'on doit se poser la question, est-ce que cette chose, ce mur, cette ouverture existe à l'époque sévérienne ou à l'époque claudienne ou trajane? C'est super important. Donc non, je n'ai pas de réponse à la question. Merci pour la question quand même. Moi j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble en fait quand je fais mes modèles 3D. Et enfin, voilà, je vais faire mon mea culpa à ce moment-là. Mais ça m'a vraiment arrangé en fait de travailler sur la période claudienne et la période sévérienne parce que la période tardo-antique, enfin juste elle me parlait pas quoi. Donc, je voyais pas quel type de mur on pouvait. Enfin voilà. Donc en fait, à certains endroits, on manquait tellement d'informations que, moi, on me demande de faire quelque chose en 3D derrière. Si j'ai pas les informations de base, etc., enfin, ça sert à rien, quoi. Donc voilà. J'avoue que ça m'a quand même bien arrangé qu'on se soit focalisé sur la période claudienne et sévérienne. Non, mais c'est sûr, mais depuis les 2 dernières années où on a trouvé plein de trucs antiques, et d'ailleurs, d'un point de vue scientifique, la recherche à Portus est en train même au niveau du Parco et d'autres équipes qui arrivent, est en train de s'orienter vers le tardo-antique, fondamental, pour dire que finalement, on n'est pas en retard, quoi. La 3D suivra le mouvement scientifique qui va derrière, quoi, mais c'est important de s'y coller. C'est ça. Et du coup, là, quand on s'est intéressé à la partie, au terme du IVe siècle, là, on était vraiment sur un espace vraiment trop serré. Et quand je monte la reconstitution 3D, soit je monte quelque chose qui montre que l'intérieur, et à ce moment-là, on voit pas du tout ce qu'il y a autour, soit je fais une incrustation des volumes sur une image actuelle. Mais je vais pas m'amuser à remodéliser tout le port comme ce que j'ai pu faire pour l'époque claudienne. Donc voilà, faut aussi, on est vraiment sur des choix de ce qu'on veut ou pas montrer. Et là, clairement, voilà. Oui, ce propos, en fait, on l'attaque pour le virtuel, mais quand il y a le grand public, donc cette formule que j'entendais tout à l'heure, cette exigence, d'ailleurs, on peut l'avoir pour le grand public, mais quand le grand public se dépasse sur les sites, par exemple, quand on a la responsabilité de faire des signalétiques, de présentation des sites, souvent, on associe les restitutions avec les vestiges qui sont conservés sur place de manière à pas trop compliquer la lecture du site, quelquefois qui est un peu compliqué.
Et ensuite, on peut renseigner les états ou les phases dans un lieu plus, on va dire, associé à un musée local ou quelque chose. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance à associer la restitution avec les vestiges en place, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, alors virtuel ou sur place, finalement, le grand public peut se déplacer aussi sur le site. Donc, c'est pas mal d'avoir une cohérence entre le virtuel et puis également une représentation graphique qu'on peut avoir sur les sites. Ben, en fait, voilà. Encore une fois, je pense que tout dépend du degré de compréhension qu'on a du site en question. Quand j'ai travaillé sur Chypre, voilà, moi j'avais commencé à travailler sur ce site-là en deuxième année, en stage de M2. Et en fait, il y avait déjà pas mal de restitutions papier qui avaient été faites par Olivier Callot. Et en fait, ça m'avait vraiment beaucoup aidé dans la base de mon travail, en fait. Et en allant sur le terrain, j'ai fait une photogrammétrie des lieux. Et là, j'ai pu me resservir de cette photogrammétrie comme étant des patrons. Et donc, vraiment refaire un phasage et donc quelque chose d'assez cohérent. Mais Olivier était très content d'ailleurs, il m'en a parlé. D'accord, très bien. Super. Je pense qu'il faut effectivement manipuler avec précaution ces images, ces types d'images. Et effectivement, la personne qui va prendre la responsabilité de dessiner ces restitutions a véritablement besoin de partir du départ. Enfin, je ne sais plus ce que je raconte, pardon. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ces dessins sont de véritables dessins de synthèse à un instant T qui modélisent les connaissances à cet instant T et qui sont destinés à évoluer et qui ne sont pas une représentation définitive en fait de ce qu'on a en tête. C'est vraiment, enfin, comme on dit, un schéma vaut mieux qu'un texte et parfois, effectivement, ces schémas de synthèse permettent de mieux comprendre un petit peu l'état de la connaissance à cet instant-là. Voilà. Mais on peut en discuter pendant de longues heures parce que ces questions sont un petit peu au cœur de nos préoccupations dans le studio. Et puis finalement, nous, on a été confrontés au grand public à l'occasion des Journées européennes de la musique. On va être de nouveau confrontés à cela en juin 2023. Et c'est vrai que la remarque du grand public parle de cette réalité, de ce réalisme et qui me fait parfois un petit peu grincer des dents parce qu'il faut expliquer au grand public qu'il ne s'agit pas en aucun cas de la réalité. Et donc parfois, pour ne pas citer Jean-Claude Gaulvin, où ces aquarelles donc sont présentes dans de nombreux musées aujourd'hui, et finalement, la plupart du grand public prend pour acquis en fait ces restitutions. C'est l'ambiguïté des images numériques qui ont l'air absolument finalisées. Vous voyez, il y a même des reflets, le soleil qui se reflète dans la mer, on a les ombres, on a tout un tas d'artefacts qui semblent rendre compte d'une réalité finie, d'une réalité construite, alors qu'il n'en est rien. On parlait avec Gérard tout à l'heure justement de la question de la maquette d'études, qui est tellement au centre des préoccupations des architectes, qui est cette maquette en carton assemblée avec du scotch, de la colle, qui est très moche, mais qui est plus un support de la pensée, un support de la réflexion, et non pas quelque chose qui tend à représenter un état final. On est ici finalement dans le même paradigme, avec l'ambiguïté de l'image numérique qui, elle, a ce pouvoir d'évoquer quelque chose qui donne l'impression d'être fini, alors qu'il ne l'est pas.